Amis des colis de fans, bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode. Mais avant de découvrir le colis de fan d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur le dernier que j'ai fait, le 59, parce que je me suis aperçu avec horreur que j'avais oublié de vous montrer deux choses qu'il y avait dans ce colis qui me paraissent quand même dignes d'intérêt. Alors, il y avait ce superbe clavier tout neuf qui est un clavier souris sans fil à infrarouge et qui... bon, je veux dire, date sans doute depuis de quelques années, mais apparemment est tout neuf. Donc on voit que c'est relativement compact, il n'y a pas de keypad ni rien. Voilà, bon, il est assez grand, c'est pas très facile de filmer. Et on voit ici ce touchpad qui en même temps peut être utilisé avec un petit stylet si on veut de la précision. Alors donc c'est sans fil, c'est le récepteur, comme on peut le voir ici. C'est un récepteur infrarouge qui en plus affiche les fameuses LED du clavier, qui prouve que la transmission est sans doute unidirectionnelle du clavier vers ce module. Alors, ça utilise à la base ces prises de mini DIN 6, donc il y a une prise pour la souris, une prise pour le clavier, mais on peut voir qu'il y avait encore ces adaptateurs pour PCAT ou IBM PC ou PS machin et tout ça, quoi. C'est assez marrant. Alors c'est sûr que maintenant, on utiliserait plutôt de l'USB. Les PC qui ont encore ce genre de connecteur se font quand même relativement rares. Mais voilà, il y a des chances que ça fonctionne, je veux dire, très bien. Alors est-ce que je ferai un jour quelque chose de ça? Je n'en sais rien encore, mais bon. Alors la deuxième chose qu'il y avait dans ce dernier colis de fan, c'était ces petits modules Peltier, mais qui sont vraiment miniatures. Je vous avais montré dans ce colis des modules Peltier, mais qui étaient assez gros, qui étaient à peu près gros comme ça, justement. Et j'ai découvert, parce que je ne savais même pas que ça existait, qu'il en existait vraiment des très petits, et on peut les voir ici. Et si on les regarde, là, c'est des exemplaires. Alors ils disent mécanical, alors est-ce qu'ils marchent ou pas, je n'en sais rien. Mais voilà, on peut voir que c'est vraiment extrêmement petit. Le plus petit, là, c'est vraiment, ça fait quoi? Ça fait 1 mm² tout pété, quoi. Et donc, c'est des modules à effet Peltier qui vont permettre donc de refroidir, je suppose, ponctuellement des circuits, des puces ou je sais pas quoi. Enfin bon, après, voilà, faut sans doute en avoir un usage très très spécifique. Mais c'est quand même vraiment intéressant de voir que ça existe si petit que ça. Voilà, on voit qu'il est marqué Mechanical Sample. Souvent, quand c'est marqué comme ça, c'est des systèmes qui ne fonctionnent pas, mais qui permettent de voir comment ils sont dans les bureaux d'études. Enfin, donc voilà pour ces petits modules. Ce 60e colis de fan est un colis de récidiviste, vu que c'est Christophe qui me l'a envoyé, et il m'avait déjà envoyé d'autres colis, c'est pas la première fois. Et c'est un colis qui est complètement composé de revues, de 10 revues, d'une revue que je vais être honnête, je ne connaissais pas, qui s'appelle L'Onde électrique, et qui était une revue qui est apparue en fait de 1922 à 1995, et qui était édité, voilà, bulletin de la Société des radioélectroniciens. Alors, déjà, ce qui ressort de cette revue, comme on va le voir, c'est que ce n'est pas du tout une revue qui était destinée, je veux dire, aux amateurs ou aux débutants ou choses comme ça. C'est pas du tout une revue de vulgarisation. À l'intérieur, on verra que c'est des articles qui s'adressent à des ingénieurs confirmés, des chercheurs. C'est quand même assez pointu. Christophe m'a envoyé 10 numéros qui ne suivent pas forcément, mais qui vont de 1954 à 1957. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que c'est à peu près un petit peu l'âge d'or des tubes, et à partir justement de 1957, là, on va le voir, il y avait le tout début des transistors, et petit à petit, ils vont devenir prépondérants, et on pourra voir que 10 ans après, les tubes, ça sera quasiment terminé, quoi. Donc c'était vraiment cette étape charnière qu'il y a eu entre voilà, les tubes à vide et ce qu'on a appelé après la solid state électronique, donc des semi-conducteurs. Alors on peut voir que à l'intérieur de ces revues, il y avait pas mal de pubs, et des pubs qui sont voilà, qui étaient de toute façon du pub pour du matériel professionnel. On voit que c'est pas du tout, je veux dire, à destination de l'amateur. Donc là, on voit une société LMT, qui était très connue, le matériel téléphonique, qui a été racheté après par Thomson, puis Alcatel. Enfin voilà, toutes ces sociétés françaises ont plus ou moins fusionné. Là, on voit Secret, qui faisait des filtres, des lignes à retard, des choses comme ça. Et là, on peut voir par exemple une pub pour des redresseurs au sélénium, qui je veux dire, ont été pendant un moment,
je veux dire, un peu aussi une alternative aux redresseurs à tube à vide. Et avant les semi-conducteurs, hein, on a encore vu pendant assez longtemps, moi je me rappelle des chargeurs de batterie par exemple, qui étaient équipés de ces redresseurs-là, bon, qui sont quand même moins performants que les redresseurs à semi-conducteurs, mais enfin bon, à l'époque, ça avait le mérite d'exister. Voilà, après on voit des pubs voilà, pour CSF, pareil, hein, qui plus tard fusionnera avec Thomson, qui plus tard même deviendra Thales. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Et là, on peut voir voilà, des pubs, bon là, le très connu Ferrisol, qui faisait voilà, des appareils de mesure complètement à tube. Donc c'était des appareils qu'on peut voir assez imposants. Enfin voilà, il y avait quelques pages de pub et après, on peut voir les différents articles. C'est vraiment des articles, je veux dire, d'un niveau technique et mathématique assez important. Enfin, voilà, on peut vraiment parler ici d'une publication scientifique, je veux dire, d'un niveau assez élevé, avec tous les calculs, les maths et ainsi de suite. Bon, j'en ai lu quelques-uns, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a encore là-dedans des tas d'articles qui, je veux dire, exposent des principes qui sont certainement toujours valables. Alors bon, dans quelques numéros, j'ai relevé des trucs éventuellement assez intéressant. Par exemple, dans ce numéro-là, on a vu un truc qui m'a un petit peu interpellé. C'est Ribet Desjardins. Ribet Desjardins, donc, qui était un fabricant de matériel électronique, d'oscilloscopes, qui plus tard a été racheté par CRC, hein, compagnie radioélectrique du centre, qui elle-même sera rachetée par la compagnie des compteurs, qui elle-même sera rachetée par Schlumberger, et ainsi de suite. Hein. On connaît tous malheureusement toutes ces fusions-acquisitions. Et là, on peut voir que c'est un oscilloscope. Et, je ne sais pas si vous voyez l'engin, déjà il voit alimentation 1 kW. D'accord, donc voilà, c'est un truc qui a une bande passante de 20 MHz, un nombre de réglages, ma foi, assez impressionnant, et on voit le truc, c'est balèze, quoi, ça pèse sans doute plusieurs kilos, et avec un écran qui en plus n'est pas très très grand, mais voilà, permettait en plus voilà, de faire de l'enregistrement photographique, hein, pendant très longtemps. On a utilisé des systèmes photo pour prendre des copies papier des oscillogrammes. Hein. On n'avait rien d'autre. Ça permet quand même, c'est intéressant, je pense, de mesurer quand même l'étendue du progrès. C'est que voilà, on est passé quand même d'un monstre qui consommait 1 kW maintenant avec des petits oscillos 20 MHz, ceux qui tiennent dans la main, quoi. C'est assez impressionnant ce monstre-là. Alors dans ce numéro, par exemple, il y a aussi un truc qui est vachement intéressant, c'était que il commençait à parler de l'enregistrement des signaux vidéo. Et à l'époque, le VHS n'avait pas encore, a priori, été trouvé. C'est-à-dire que pour enregistrer des signaux vidéo, pourtant noir et blanc, ils utilisaient, je veux dire, une bande de 12 mm de largeur et qui défilait bien sûr très vite, hein, vu la bande passante. C'est-à-dire que là, par exemple, ils disent qu'ils avaient une bande de 2000 mètres, de 2 kg, pour 4 minutes de vidéo. Parce qu'elle se défilait à 9 mètres secondes, soit 32 km/h. Donc ce qui est bien sûr énorme. Je rappelle que ce qui a permis d'enregistrer des durées beaucoup plus importantes, c'est le système, on va dire VHS, qui grâce au tambour et aux têtes tournantes permettent d'avoir les images enregistrées en biais sur une bande qui est relativement plus large. Et c'est ce qui a permis vraiment d'avoir, pour le coup, des cassettes de plus d'1 heure. Mais voilà, ça n'existait pas encore, et en plus longtemps, là, c'est que du monochrome. On voit après, un peu plus loin dans un article, que pour éventuellement enregistrer un signal en couleur, ils prenaient des bandes beaucoup plus larges avec, je veux dire, voilà, du multipiste. Enfin voilà, c'est intéressant. On voit qu'on n'est pas tout de suite arrivé aux solutions techniques qui finalement ont été, je veux dire, prépondérantes. On voit des fois c'était assez impressionnant. Hein. Par exemple, là, il y a un nombre de pages qui est... je sais pas combien il y en a, mais voilà, il y a 900 pages, quoi. Donc il y avait, c'est vraiment assez riche comme publication. A priori, c'était mensuel. Et là, pareil, on peut voir des tas de systèmes. Voilà, des systèmes de prise de vue, de caméra, et ainsi de suite. Et toujours énormément de pubs. Alors c'est marrant, parce qu'il y a des boîtes qu'on voit qui existent toujours, ou qui ont été rachetées. Par exemple, on peut voir Audax, très connu dans le monde des haut-parleurs, là, des pubs pour des télés, ici, là, d'autres boîtes, là, par exemple, Helipod, ça c'est très connu, hein, fabricant de potentiomètres de précision, vendu par Migex, là je connais pas. Là on peut voir des pubs pour HP, cette série de générateurs, qui était fait par HP, j'en ai eu un comme ça, je l'ai donné à quelqu'un, mais c'était très bon GNHF, hein, pendant longtemps ça a même été, je veux dire, un petit peu le standard
dans les générateurs HF, HP. Et voilà, ici, toujours, on peut voir quand même, c'était toujours des matériels qui étaient assez imposants au niveau taille, dans la mesure où, voilà, c'était toujours des systèmes à tubes. Voilà, là on voit des micros, Mélodium, et ainsi de suite. Là, des résistances de haute qualité, avec une société, le Carbone Lorraine. C'est vrai que pendant longtemps, les résistances étaient faites en carbone aggloméré. Donc là, on voit encore une autre pub pour un oscilloscope, là. Le 252A, toujours Ribet Desjardins. Ils appellent ça un synchroscope, voilà, qui mesure jusqu'à 20 MHz encore. Et voilà, c'est toujours assez impressionnant. Tous ces réglages-là, ça devait être assez amusant à utiliser. Alors dans celui-là, justement, là, qui commence, là, celui-là, c'est déjà un qui est de l'année 1956. On commence à voir des pubs pour des semi-conducteurs, comme on peut voir ici. Alors ce qui est marrant, c'est que au début, il n'y avait pas forcément le terme transistor. Là, ils appellent ça triode de puissance au germanium. Et on voit par exemple le TJN100, on voit déjà quand même émetteur basse collecteur. Et c'est vrai que les tout premiers transistors, il y en avait comme ça qui étaient dans ces boîtiers qui ressemblent un petit peu à des quartz, étant de champ d'application des transistors. Il y a quand même le terme transistor, mais voilà, ils appellent ça triode de puissance. C'est assez marrant. Pareil, là on peut voir un autre truc qui est assez sympa, c'est que il n'y avait pas encore forcément les tubes Nixie, et pour beaucoup de systèmes affichage numérique, on avait en fait ces systèmes de néons, c'était des néons, c'était pas des LED, hein. C'était soit des néons, soit des ampoules à incandescence, et c'était numérique, mais dans le sens où voilà, les chiffres s'allumaient. Par exemple, là on voit que le 5 est allumé, le 0, et ainsi de suite. Et donc c'était marrant, parce que quand ça comptait comme ça défilait comme ça. Ça a été vraiment les tout débuts des systèmes numériques, sachant qu'après, bien sûr, il y a eu les tubes Nixie qui étaient quand même plus confortables, puis après les systèmes 7 segments, les afficheurs à projection, et ainsi de suite, quoi. Enfin voilà, on voit dans ces publicités que il y a des tas de trucs comme ça qui se sont faits au fur et à mesure. Là, pareil, hein, on voit des systèmes stratifiés, donc c'était aussi le début des circuits imprimés époxy, et ainsi de suite. Là, on voit aussi la bande latérale unique, hein, et comme déjà des systèmes BLU à tube. Voilà, là, on voit quand même, à cette année-là, que voilà, semi-conducteur Thomson Ustom, hein, qui viendra après CSF, je pense. Là, on commence à avoir quand même des diodes dans tous ces boîtiers-là. Et toujours aussi sur dresseur, là, avec des radiateurs. Et voilà, les tout premiers transistors dans des boîtiers un petit peu spéciaux. C'était vraiment le début, on va dire, des semi-conducteurs, mais ça allait bien sûr s'amplifier. Hein, là, c'était vraiment le début de la fin pour les tubes électroniques ici. Alors, sur ce numéro-là, on voit une pub qui est intéressante, qui est la pub des laboratoires R d'Hervaux. C'est une société qui s'est terminée aussi, je crois, dans les années 2000, je crois, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet. Et on peut voir que c'est une pub pour un centre de calcul analogique. Et en effet, pendant un moment, dans la mesure où on n'avait pas encore des ordinateurs digitaux très puissants, on utilisait des systèmes analogiques. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le terme amplificateur opérationnel, ça a été aussi utilisé justement, parce que ça servait à faire des opérations. Et il y avait des tas de systèmes qui étaient faits voilà, avec des systèmes additionneurs, soustracteurs, multiplicateurs, logarithmiques, ainsi de suite. Et là, on peut voir, c'était encore probablement, alors, je ne sais pas si c'était un transistor ou un tube, mais avec ces circuits-là, on arrivait à faire des simulations, voilà, par exemple avec des oscillateurs qui simulaient des sources de vibrations, des filtres, des systèmes de moyenne, de calcul et ainsi de suite. Et voilà, alors ça ressemblait à ça. Moi j'ai connu personnellement un système de calcul analogique alors, qui était fait avec des amplificateurs opérationnels, donc qui avait aussi beaucoup de boutons, mais était quand même moins balèze que celui-là. Mais voilà, c'est au début, pour faire des simulations, on avait des trucs comme ça. Et là, on peut voir aussi voilà, une pub pour Tektronix, qui était ainsi un des premiers à utiliser ce concept, ce qu'on appelait les oscilloscopes à tiroirs, qui permettaient, avec une même base, d'avoir différents tiroirs, genre tiroirs différentiels, différentes bandes passantes, et ainsi de suite. Et là, voilà, c'était tout le début là, des oscillos, la série 500 à tube, qui est très très célèbre. Hein.
C'était aussi des très très bons oscilloscopes. J'en ai eu, hein, j'en ai eu même deux des oscilloscopes 500 Tektro. Il y a eu des modèles à tube et après les modèles qui étaient à transistor. Là on peut voir une pub pour Rochard Électronique, hein, la société dans laquelle mon père a travaillé. Et voilà, là c'était pareil. Là on commence à voir quand même des matériels qui n'utilisent pas forcément des tubes. Mais là on peut voir un truc intéressant qui utilise ce fameux compteur, le fameux Decathlon, qui est un tube. Je vous avais déjà montré un, je crois, dans un colis de fan, qui fait à la fois compteur et affichage justement de 10 points, ce qui permet, en mettant plusieurs à la suite, d'avoir à la fois le comptage et l'affichage forme numérique. Donc là, on voit ce matériel Rochard, et puis on voit toutes les références. Un Rochard, on a toujours fait des appareils, ça commençait par A, suivi d'un numéro qui a priori ne voulait rien dire, c'était dans l'ordre où ça venait, quoi. Donc là, on voit un oscilloscope qui a quand même des tailles plus correctes. Hein. Mais voilà, on peut voir que l'amplificateur vertical, 0 à 2 MHz, quoi. C'est-à-dire que c'est pareil, hein. Là, on est tous là à dire oh, des bandes passantes, 100 MHz seulement, patati patata. Et pendant longtemps, d'avoir un oscillo qui déjà atteignait 10 MHz, c'était déjà un super truc. Hein. Alors c'est vrai qu'on a utilisé plus pour l'ABF, CRC, hein. C'est-à-dire construction radioélectrique et électronique du centre, hein, CRC. Et une boîte qui a fait en effet beaucoup d'appareils de mesure, dont des oscillos, c'est pareil. Dans mes tout débuts, j'ai eu aussi un ou deux gros oscillos CRC, comme ça, à tube. Et c'est justement pour avoir passé beaucoup de temps à les réparer et tout, que j'ai commencé à ne pas aimer les tubes électroniques. C'est vrai que je suis pas fan de cette technologie. Et là, on voit encore, voilà, c'est vraiment, là, celui-là, c'est le dernier numéro que j'ai, hein, c'est le numéro de 1957. Là, on commence vraiment à avoir quand même plus de pubs pour des semi-conducteurs. Et là, des diodes Zener ont été vachement utilisés. Enfin voilà, et puis toujours des articles, hein, toujours assez d'un niveau, ma foi, plutôt précis. Hein. Là, on voit interaction entre ondes rayonnées et ondes de surface et son application à la propagation lointaine. Alors, on peut voir que c'est quand même des sujets, je veux dire, relativement très pointus et qui s'adressent quand même à des spécialistes. Voilà, représentation analogique des circuits d'échange de chaleur, application aux échangeurs de centrales nucléaires. Enfin, voilà, on peut voir que c'est assez intéressant, hein, ici, puis à chaque fois, voilà, revue mensuelle publiée par la Société des radioélectriciens. Et c'est même marrant, parce que jusqu'à cette époque-là, l'électronique et la radio étaient quand même encore très briquées. Pareil, à partir des années 60, la radio, ça sera une application, mais que l'électronique aura bien sûr d'autres applications. Donc voilà pour la présentation de ces revues. Un grand merci à Christophe pour cet envoi, qui, j'espère, vous aura intéressé, dans la mesure où ça aura sans doute rappelé plein de souvenirs aux plus anciens d'entre vous. Et aux plus jeunes, je pense que ça aura quand même montré toute cette évolution qu'il y a eu en 50 ans d'électronique. Et on voit quand même qu'on est parti d'énormes appareils, plein de réglages très lourds, qui consommaient beaucoup, à des choses beaucoup plus miniatures et quand même largement plus performantes. Moi je suis à la moitié de mes vacances, alors bon, je fais pas trop d'électronique dans la mesure où j'ai des travaux en ce moment à faire chez moi, alors en plus avec cette chaleur là, je reconnais que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Enfin bon, ça avance bien et j'espère avoir bientôt terminé. Tiens Maurice, ça va Maurice? Tiens regarde, je vais te faire un tour de magie. Hein, regarde bien, je vais te faire oublier que t'es con. Qu'est-ce que tu dis? T'es pas con? Ah bah non, tu vois, t'as oublié. Ça marche. Filament, le copain de Géo trouve tout, vous faites de vos électrons et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.